séance Kahoot pour bien terminer la semaine. Hop, voilà, c'est parti. Je vais projeter. Donc là, est-ce que vous voyez mon fichier de travail? C'est bon pour vous? Oui, on le voit. Ok, bah donc on peut continuer. Donc je vous rappelle, hein, brièvement, très rapidement. Hop, je vais juste me brancher sur un deuxième ordinateur, sinon je ne vois pas vos commentaires. On est pour 30 secondes. Pif, paf, pouf. Hop. Voilà, impeccable. Comme ça, j'ai un double écran et ça me permet de voir ce que vous voyez. Donc, très rapidement, pour se remettre dans le contexte, ce matin, nous avions donc fait toute l'étude et nous étions arrivés au dernier centre d'analyse, enfin, dans la partie production, au dernier centre d'analyse, c'est-à-dire la partie emballage. Et nous avions terminé cette partie emballage pour les biscuits classiques et pour les biscuits sésame. Donc après la partie emballage, une fois que le produit est complètement fabriqué, je vais augmenter ici. Passer comme ça, voilà, vous verrez certainement mieux. Une fois que l'on a terminé l'analyse des centres de production, on avait un centre cuisson et un centre emballage, on a maintenant obtenu des produits finis. Ces produits finis vont être stockés. Donc il va falloir refaire encore une fois des fiches de stock. On va pouvoir s'appuyer sur les fiches de stock, au moins sur leur présentation telle que l'on les avait fait. Voilà, juste ici. Juste ici. Hop, ça va un peu vite. Voilà. Alors, cette fois-ci, on va avoir des stocks de produits finis. En l'occurrence, ce sera donc les biscuits classiques. Et ici, ce sera les biscuits sésame. Voilà. Alors, on va reprendre le stock initial que l'on va retrouver dans les données de l'exercice. Donc, le stock initial de produits finis, puisqu'il y en avait déjà en stock. Le stock initial de produits finis. Hop, voilà. En classique, on a 4000 unités et en sésame, 6000 unités. Donc, 4000 unités pour 7810. 4000 pour 7810.
Donc, ce qui va nous faire un coût unitaire ici de ça divisé par ça. Donc, un coût unitaire de 1,95. On voit que nous, on les a produits à 1,92, donc légèrement moins cher. Donc, on va avoir un réajustement du prix. Donc, on va faire notre entrée. Pardon. Et donc, recalculer ici un nouveau coût unitaire en application de la technique des coûts unitaires moyens pondérés. Pour avoir cette fois-ci un prix unitaire à 1,93. On verra après pour les sorties en fonction des ventes qu'il y a eu lieu. On va s'occuper des biscuits sésame, reprendre ce que l'on avait 6 000 pour 12 006. Donc 6 000 pour 12 600 €. Et donc un prix unitaire ici de 2,10 €. On voit ici par contre qu'on a légèrement, on est légèrement plus cher à la production sur la période. Donc on va reprendre la production qui a été faite et qui donc va rentrer en stock pour les 18 000 ici. Et donc recalculer notre stock. €2,13 maintenant. Alors, voyons maintenant au niveau des ventes. Au niveau des ventes, comment ça s'est passé? Donc, on va avoir, je vais reprendre juste ça pour moi. D'abord, au niveau du centre distribution. Et ensuite, on va avoir le centre administration. Donc, ces deux centres vont toujours, eux, par contre, vendre des paquets de biscuits, des biscuits. Voilà. Et il n'y a pas d'autres charges directes. Donc ici, il n'y a pas d'autres charges directes pour ces deux centres. Et l'unité d'œuvre n'est pas la main-d'œuvre directe, mais la centaine euros de CA. C'est centaine euros. Alors, je suis novice sur un Mac. J'avoue que c'est un peu compliqué au début. Il faut prendre l'habitude. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait les euros? Non, c'est pas comme ça qu'on fait les euros. Oui. Voilà, et ça sera la même unité d'œuvre ici que l'on va reprendre ici. Alors, ici, on va voir ce qu'on appelle un total coût de revient.
Voilà pour notre analyse. Et on va regarder ce qui a été vendu. Donc, je crois qu'il a été vendu 20 et 22 000 boîtes. On va vérifier ça dans nos données. D'accord. Donc, il a bien été vendu 20 et 22 000 boîtes. Donc, 20 000 boîtes de biscuits classiques et 22 000 boîtes de biscuits sésame. Ces boîtes, elles sont sorties de stock à un certain coût. On fera les opérations de sortie de stock après. Donc, elles sont sorties de stock pour, alors, hop, hop, pour ce montant-là, à 1,93. Hein. Et ici, elles sont sorties de stock à 2,13. Voilà, on va faire nos sorties. Donc, il en est sorti ici 20 000. À 1,93 €, donc pour un montant total et donc il va m'en rester ici 2000, toujours à 1,93 € pour un montant total. La sortie ici, c'est 22 000. Et donc il va m'en rester aussi 2000. Voilà, les fiches de stock sont à jour. Je vais maintenant m'atteler ici à terminer mon tableau. Hop, égale ça, ça, et ici, égale ça, fois ça. Voilà, alors concernant les unités d'œuvre, je vous rappelle que c'est la centaine d'euros vendus en termes de chiffre d'affaires. Reprenons le chiffre d'affaires que l'on avait calculé. Hein. On l'avait calculé au départ. Hop, on va se remettre ce petit tableau ici à côté, puisque c'est des données qui vont m'intéresser. Hop, voilà. Je vais me le caler là pour l'avoir en visu. Donc ici, pour les biscuits classiques, le chiffre d'affaires est de 59 000 euros. Ça veut dire que ici, je vais avoir 59 000 divisé par 100, centaines d'euros. Je vais avoir 590 centaines d'euros de chiffre d'affaires concernant les biscuits classiques. Concernant les biscuits, concernant les biscuits sésame, oui, je vais avoir en centaines d'euros 693 centaines d'euros. Le coût ici, c'est 11 euros. Ça, ce coût-là, il est issu de mon tableau. Je vais le vérifier quand même. Tableau de répartition des charges ici. En distribution, c'est 11 euros et 2 euros en administration. Je vais le noter tout de suite, comme ça je ne l'oublierai pas. 2 euros ici et 2 euros ici. Voilà. Donc maintenant, je vais additionner, enfin, je vais d'abord multiplier ici. Multiplier aussi ici. Vérifier mon total ici, pas de souci. Vérifier mon total ici, pas de souci. Donc, une fois que les produits ont passé l'étape de la commercialisation, de la distribution, le produit vaut maintenant 2,50 pour la partie classique et 3,03 pour la partie sésame.
Il y a encore une charge à rajouter puisqu'il y a un service qui s'occupe de l'administration. Alors certainement peut-être ce service s'occupe de l'édition des factures pour les clients, aussi de la partie encaissement justement de ces mêmes factures, de la partie du recouvrement. Donc une fois que ces biscuits sont passés là, il faut encore qu'ils passent une étape pour l'analyse de leurs coûts. C'est l'étape ici du centre d'administration. Voilà, on va repartir avec les mêmes données concernant les charges indirectes, d'accord? C'est aussi la centaine d'euros vendus, donc je peux aller rechercher les données ici. Je vais donc maintenant terminer mon analyse. Vérifier ça, c'est bon, vérifier ça, c'est bon. Ça, juste de façon à ce que ça soit propre. Ouais. Donc, voilà, une fois que tout est terminé, oui, exact, Maxime. Heureusement que Maxime y suit. Hein. Ça fait 2-3 fois qu'il reprend mes petites erreurs. En fait, l'erreur du copier-coller, c'est assez classique. Effectivement, c'est sur 20 000 et non pas sur, voilà, sur 20 000 produits vendus et non pas sur 18 000 produits vendus. 20 000 et 22 000 ici. Le copier-coller, c'est une mauvaise chose. Merci Maxime. Donc, une fois que l'analyse est terminée, je revérifie un petit peu le tout. Je me disais que ça faisait cher. Ouais. Bon, voilà, on a terminé pour l'étude du coût de revient final de nos produits. Et on peut dire que le produit du classique coûte 2,31 €, que le produit Sésame coûte 2,54 €. D'accord. On a les prix de vente qui sont ici. On va se servir de ce tableau-là pour en faire, je dirais, l'analyse en termes de compte de résultat. Terminer le boulot, compte de résultat. Analytique. Donc, au niveau du chiffre d'affaires qui va être généré, le CA qui va être généré, les biscuits classiques et les biscuits Sésame. Les biscuits classiques, le CA qui a été généré pour la vente des 20 000, c'est celui-ci, 59 000 €. Pour le Sésame, c'est celui-ci, 69 000 €. Maintenant, le coût de revient. Le coût de revient de ces mêmes produits. Ici, je peux aller le rechercher. Ici, je peux aller le rechercher. Ici. Le résultat maintenant, le résultat analytique. Évidemment, c'est le chiffre d'affaires moins le coût de revient. Combien j'ai vendu, moins combien ça m'a coûté. Et on a ici 12 787 € de résultat. Et 13 000 de résultats. Alors, on voit que c'est plutôt équivalent. D'accord. Je persiste à dire que le résultat seul n'est pas suffisant. Moi, j'aime bien calculer le taux de rentabilité. Je le fais un peu comme le taux de marge qu'on avait déjà vu. Ici, j'ai un taux de rentabilité de 21%. Voilà, il y a un taux de rentabilité de 19%. Pour moi, les classiques sont plus rentables que les Sésame, même si vous voyez que la rentabilité est plus importante. Mais on en a vendu plus aussi. Donc, je trouve que le travail sur le taux de rentabilité est plus intéressant et nous permet d'avoir une analyse un peu plus fine
de la rentabilité de chaque produit. Ça clôture ce long et laborieux chapitre qui est les coûts complets. Alors, c'est pas facile, d'accord? C'est pas facile, c'est toute une technique. C'est quelque chose qui demande un petit peu euh, d'apprentissage, de répétition, d'accord? Je trouve que les 3 cas sont très bien faits. Alors, ils sont longs, d'accord? Ils demandent une étude complète. Mais je trouve qu'ils sont plutôt bien faits parce qu'ils nous prennent, voilà, on prend la mesure des habitudes que l'on doit avoir. Oui, pas de souci, je reviens sur le calcul tout de suite, Maxime. Je finis juste mon propos pour vous dire, voilà, c'est pas un chapitre facile. Moi, je trouve que c'est un chapitre super intéressant dans sa logique, d'accord? Et voilà, c'est un chapitre qu'il faudra, je pense, garder bien à l'esprit. Et alors, je ne sais pas quel sera votre enseignant l'année prochaine, mais moi, je sais que c'est un chapitre que je revois en deuxième année, parce qu'on l'oublie assez facilement et c'est nécessaire d'avoir une petite piqûre de rappel en deuxième année. Alors, je vais réexpliquer le calcul ici qui a été fait. J'ai pris le résultat divisé par le chiffre d'affaires. Le résultat divisé par le chiffre d'affaires, c'est mon taux de rentabilité. Donc j'ai fait 12 787 divisé par 59 000 et j'obtiens 21%. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vends 1 euro, je gagne 21 centimes. Quand j'ai vendu 59 000 euros, j'ai gagné 12 000 euros. Il rappelle un peu le taux de marge sur coût variable dans l'étude de la rentabilité et la fixation du seuil de rentabilité. Alors, nous voilà à la fin de ce chapitre. Y a-t-il des questions? Aucune question? Tout le monde est OK là-dessus? Bien. Donc, je mettrai le corrigé complet évidemment dans le cours, d'accord? Alors, ce que je vous propose pour terminer cette semaine, et je pense que vous êtes, non, vous êtes province, vous, hein, vous n'êtes pas Paris-Lyon. Vous êtes Paris-Lyon ou province? Je n'ai pas fait gaffe sur mon emploi du temps. Je pense que vous êtes province, donc vous n'êtes pas en vacances la semaine prochaine. Province, d'accord, vous n'êtes pas en vacances la semaine prochaine. Donc on se retrouvera la semaine prochaine. On va se faire les provinciaux. On va se faire un petit caout sur, comme je vous l'avais promis, hein, donc un petit quiz sur les formes juridiques des entreprises, chose que l'on a vue précédemment. Donc, je vous laisse le temps, 2 minutes, le temps que moi je le mette de mon côté, je vous laisse le temps 2 minutes de vous connecter donc sur Kahoot et je vous donne tout de suite, assez rapidement, le code. Alors, s'il vous plaît, vous vous inscrivez en notant votre nom, la première lettre de votre prénom et votre campus.
Tant que je le lance. Bon, ça arrive. Alors, pourquoi vous ne le voyez pas? Ah, si, voilà. Ça arrive. Voilà, je vous laisse vous inscrire. Donc, n'oubliez pas, nom, première lettre du prénom et campus, s'il vous plaît. Le PIN, qu'est-ce que c'est, du coup? Je n'ai pas suivi, Le je PIN, crois. c'est le chiffre qui est en haut, 30 41 444. Merci. Et on met quoi? Le nom et le campus? Le nom, la première lettre du prénom et le campus. Merci. Voilà. Nice, Montpellier, c'est Aude. Vincent, parfait pour Toulouse. Aix est là aussi. Bon, j'espère qu'il va y avoir des nordistes, hein. Des Lillois. Lorraine, ah voilà, un ou une Lilloise. Des Marseillais aussi. Alors, vous êtes 19, hein, donc je devrais avoir beaucoup plus d'inscrits que ça. Pouvez-vous nous mettre le lien dans le chat? Le lien y est là, Georgia Lamy.
Voilà, ce lien fonctionne aussi. Hein, il y a Kahoot. Alors, kahoot.com, non, ça ne fonctionne pas. C'est kahoot.it qu'il faut utiliser. Hein. Kahoot.it. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, allez, on se dépêche. Alors, encore 2 petites minutes pour les inscriptions. Après, on va devoir démarrer. Sinon, on ne va pas pouvoir le faire. Voilà, Élise a réussi. « 9 sur 19, ça fait pas beaucoup. Alors, est-ce que j'attends encore ou les autres, vous n'y arrivez pas? Le code, c'est 3041. Il est inscrit sur votre écran. Hein, 3041 444. Ah oui, d'accord. Ok, oui, c'est vrai, parce que j'ai plusieurs ordinateurs de connectés en même temps. C'est pour ça. Exact. En temps, peut-être Sybille qui m'a redemandé le code. Voilà, elle y est arrivée. Donc, je suppose que 13, c'est de Marseille. Allez, on y va. C'est parti pour ce petit test donc, sur les formes juridiques des entreprises. On va se réveiller un petit peu. Hein. Attention, il ne reste plus que 10 secondes. Désolé Anaïs. Donc, effectivement, la SARL, c'est la société à responsabilité limitée. Attention, on aurait pu effectivement penser que le A, c'était pour anonyme, mais non, ça n'est pas une société anonyme, mais c'est bien la société à responsabilité limitée. Lorraine, vous aviez peut-être une question? Oui, en fait, moi, ça n'a pas du tout fonctionné. J'ai pas eu ni la question, ni la réponse. Enfin, j'ai peut-être pas compris le système. Il faut regarder sur votre écran et répondre à côté. Voilà, exactement. Il faut Ah, regarder d'accord. l'écran Ok, ici j'avais et pas répondre, compris. alors soit sur votre portable ou Ok. Normalement, ça fait tout d'un coup, mais les réponses à la question, mais là, ça marche pas. mais normalement, vous avez la question donc, sur mon écran ici, d'accord? Et vous, sur votre clavier de téléphone ou sur un autre ordinateur ou sur une tablette, vous avez que les 4 carrés. Voilà, avec juste les couleurs. Ça marche? Allez, question suivante. On va déjà regarder qui a bien répondu. Et ben voilà, c'est Bill. Bravo. Maxence aussi. Vincent, pas mal. Ah,
Heureusement qu'il y a quelqu'un de Lille dans les 5 premiers. Hein. Deuxième question. Dans une EURL, il y a au maximum combien d'associés? Dans une EURL, il y a au maximum combien d'associés? Rouge, un seul associé. Jaune, 2 associés. Bleu, 3 associés. Vert, 99 associés. Allez, plus que 5 secondes. EURL signifie entreprise unipersonnelle. Donc, dans le mot unipersonnel, on entend bien et on sent bien qu'il n'y a qu'une seule personne. L'EURL ne compte qu'un seul associé. Il ne peut pas en compter deux. Dès que l'EURL compte 2 associés pour X raisons, elle devra se transformer en SARL, sa grande sœur en quelque sorte. Hein. L'EURL ne comporte qu'un associé. On l'appelle d'ailleurs associé unique. Allez, question suivante. Bravo Maxence qui a pris la tête du peloton. Montpellier en force avec Vincent derrière. Dans une entreprise individuelle, la responsabilité du dirigeant est limitée aux apports. C'est la réponse rouge. La société est soumise à l'impôt sur les sociétés, c'est la réponse jaune. Le capital minimum est de 7 622 €, c'est la réponse bleue. La responsabilité du dirigeant est illimitée, c'est la réponse verte. Alors effectivement, la responsabilité est illimitée, hein, il n'y a pas de création de personne morale. Donc, il y a une confusion de patrimoine entre le patrimoine du dirigeant et le patrimoine de l'entreprise. À ce titre, si l'entreprise a des dettes, on va pouvoir venir se servir sur le patrimoine du dirigeant. Donc, c'est pour cela que sa responsabilité est illimitée. Il n'y a pas d'apport, donc on ne peut pas indiquer la réponse rouge. Hein. Les apports ne sont valables que pour les EURL, les SARL, SAS, SASU ou encore SA. Donc, il n'y a pas d'apport, il n'y a pas de capital. Ah, il y a une niçoise qui se glisse dans le trio de tête. Allez, question suivante. SNC, société en nom collectif.
Voilà, effectivement, le dirigeant est un TNS, un travailleur non salarié. Il ne peut pas être salarié de sa société, d'accord? Et il n'est pas seul responsable face aux dettes, puisque je vous rappelle que dans la SNC, il y a une responsabilité de tous les associés et de façon solidaire. C'est-à-dire que si l'un paye, si l'un ne peut pas payer, c'est l'autre qui paiera. Il n'y a pas qu'un seul associé, puisqu'il faut être plusieurs pour former une SNC, une société en nom collectif. Et voilà. Mademoiselle Aude a pris la tête du classement devant Vincent. Donc, je pense qu'il y a deux Vincent, sans doute, je crois. Et Lorraine vient de nous faire 3 bonnes réponses d'un coup. Bravo. True, c'est vrai. False, c'est faux pour les personnes qui ne parlent pas trop anglais. True, bleu, ça veut dire vrai. False, ça veut dire faux. Alors oui, pardon, non, effectivement, oui. La SRL n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu. Il y a quelques petits cas spécifiques, mais dans la majorité des cas, d'accord, de droit, la SARL est soumise à l'impôt sur les sociétés, non pas à l'impôt sur le revenu. D'accord. Donc ici, la réponse était fausse. Alors, notre dirigeant de l'EURL, lui, il est TNS, effectivement, il ne peut pas être salarié. Alors, salarié sous contrat spécial, c'était vraiment pour dire de remplir une case, et FNGS, ça ne veut rien dire. Enfin, ça veut dire si Fonds national de garantie des salaires, mais ça n'a rien à voir avec la question que nous avions. Donc, le dirigeant d'une EURL ne peut être que TNS. Donc, je rappelle, hein, les TNS, le dirigeant d'une entreprise individuelle, le dirigeant d'une SNC, le dirigeant d'une EURL et le dirigeant d'une EIRL. Dans le cas d'une SARL, on peut avoir les deux. Ça dépend donc de la participation au capital que le dirigeant a. Dans la SASU, dans la SAS et dans la SA, le dirigeant sera donc à la possibilité d'être salarié. En tout cas, il ne sera pas TNS. Alors, Montpellier est passé devant Nice.
Alors ici, la seule bonne réponse qui était possible, d'accord, c'est Jean qui sera salarié. Pourquoi? La condition pour être salarié, c'est d'être minoritaire au capital. Donc Jean, qui n'a apporté que 40 000 euros, possède 40% du capital. Paul en possède 60. Donc Paul ne peut pas être salarié, puisqu'il est majoritaire au capital. Il ne peut pas être gérant salarié. Voilà pourquoi la réponse jaune n'est pas bonne. Jean, il ne peut pas être TNS puisqu'il est minoritaire, donc il sera salarié. Voilà pourquoi la réponse bleue n'est pas bonne. Une personne extérieure à la société peut être le gérant, mais à ce moment-là, il sera salarié. Voilà pourquoi la réponse verte n'est pas bonne. Jean, qui est minoritaire, lui, peut être gérant salarié. La condition pour être gérant salarié, c'est d'être minoritaire au capital. C'était la seule possibilité ici. Il y a que 2 personnes qui ont trouvé la bonne réponse. Pas de bouleversement en tête du classement. Dans une EIRL, donc l'entreprise individuelle. Il ne faut pas confondre avec l'entreprise unipersonnelle. Hein. L'entreprise individuelle à responsabilité limitée ne crée pas de personnalité morale. Malgré tout, c'est un peu l'exception à la règle, malgré tout, le patrimoine personnel du dirigeant est protégé. Il est protégé par l'affectation du patrimoine personnel au dirigeant et l'affectation du patrimoine professionnel à la structure. Tous les ans, le dirigeant doit dire, voilà, ça c'est à moi, ça c'est à la structure professionnelle. Et à partir de là, seuls les biens appartenant à la structure professionnelle peuvent faire l'objet de saisie, par exemple, par les créanciers. Donc le patrimoine, lui, il est le patrimoine du dirigeant, son patrimoine propre, il est protégé par structure d'affectation du personnel. Alors, je pense que Majdeline, vous êtes un peu en avance sur le cours. Aude a repris la tête du classement. Allez, on va speeder un peu parce qu'il nous reste 5 minutes et 5 questions. Parfait. Alors non, les parts dans une SRL ne sont pas librement cessibles. D'accord. On est obligé de demander l'agrément des autres associés pour pouvoir vendre ses parts. C'est la différence entre la SARL et la SAS. Une des différences principales, c'est que dans la SAS, je peux vendre mes parts à qui je veux. Sauf s'il y a une disposition statutaire contraire, mais a priori non. Alors que dans la SARL, la loi impose que je recueille l'agrément de mes associés pour pouvoir vendre mes parts à une personne extérieure. C'est la bataille devant.
entre Vincent et Aude, Montpellier et Nice. Qu'est-ce que ça veut dire en numéraire, c'est-à-dire en argent? Oui, en argent liquide. Enfin, en argent. Pas forcément liquide, non. En argent. Merci. Et du coup, on a le droit à plusieurs réponses? Mais il n'y en a qu'une qui est fausse. Il faut éviter de tomber sur la fausse. Il y en a 3 qui sont bonnes, une qui est fausse. Mais vous ne cochez qu'une réponse. Vous avez 75% d'avoir bon, de chance d'avoir bon. Il y a quand même quelqu'un qui m'a dit qu'on pouvait apporter à une société ses impôts. C'est quand même balèze. D'accord? Alors, effectivement, on peut faire un apport au capital en numéraire, soit en argent, en matériel, d'accord? On l'appelle en nature, ou en industrie. C'est une compétence que je viens apporter, mais certainement pas apporter ses impôts pour constituer le capital d'une société. J'espère que c'est un doigt qui a ripé. Classement inchangé. Allez, 11e question. Cette fois-ci, vous n'avez que 30 secondes pour répondre. Surveillez bien le temps. Non, bien sûr que non. C'est pour la SA que le capital minimum est de 37 000 euros. Pour la SAS, le capital minimum est de 1 euro, comme pour la SAS, comme pour la SASU, pardon, comme pour la SARL et comme pour l'EURL. Attention, il ne reste que 5 secondes. 3, 2, 1. Effectivement, c'est un président. Pour la SA, pour la SAS et pour la SASU, le nom que l'on donne aux dirigeants, c'est un président. Le gérant, c'est pour une EURL et encore une SARL. C'est vraiment une lutte acharnée au début. Allez, on se dépêche pour les 2 dernières. Pareil, 30 secondes pour répondre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, SAS, SASU, SA, le président, donc le dirigeant, est un salarié de la société. Alors, c'est la dernière. Qui de Montpellier, Nice ou Marseille va remporter le titre de champion? Vous n'avez que 20 secondes pour cette question. Attention, je vous dis, surveillez le temps. 4 secondes. Donc la SAS, comme la SASU, comme la SA, est soumis à l'impôt sur les sociétés. Donc la réponse c'est faux. L'impôt sur le revenu concerne uniquement l'EIRL, l'EI et de temps en temps sur option, la SNC aussi, et l'EURL sur option. Alors, sur le podium, nous avons en 3e position avec 10 bonnes réponses sur 14,
Alors, monsieur ou madame Roca, bravo. Vincent, bravo pour la deuxième. Et bravo à Aude. Denis pour la première place. Et ensuite, on avait en quatrième position Lorraine et Mickaël, pardon. Voilà. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions. Alors, je publierai le reste du classement dans le cours d'aujourd'hui. Je n'ai pas le temps d'aller rechercher les classements. J'enchaîne un autre cours derrière et on a déjà une petite minute de retard et 5 minutes de pause, ça passe vite. Donc, pas de questions pour vous? Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Week-end. Putain, mais j'ai même pas le temps de terminer un cours, ils sont déjà là les autres.